Merci beaucoup Baptiste pour effectivement vous n'avez fait que qu'effeuiller et survoler. Parce que je tiens à préciser donc c'est un ouvrage très complet. Vous avez vraiment pris un soin très méticuleux à toujours tisser des. Vous avez beaucoup évoqué la généalogie dans votre présentation. C'est vraiment de génération en génération, de famille de pensée en famille de pensée, à vraiment tisser des généalogies entre le monde ancien. Vous avez pas mal parlé des grands anciens autour de la métaphysique et jusqu'aux évolutions plus récentes. Ce qui m'amène à ma première question. Il y a deux, trois points qui m'ont vraiment particulièrement intéressé, qui vont peut-être refléter mon propre parcours personnel ou ma vision des choses, mais l'idée, c'est de vous poser quelques questions sur vraiment des logiques de dialectique et d'opposition. Donc, en revenant sur cette généalogie, ces liens tissés entre les différentes générations de penseurs, sur les débuts du glissement d'un ordre, d'un cosmos, vers le relativisme et la déconstruction de ce cosmos. Et donc, en début de votre ouvrage, vous évoquez une partie de la French Theory, donc on connaît surtout Derrida, mais un autre nom que vous évoquez, c'est Maurice Blanchot, qui me semble être une génération avant Derrida. Donc peut-être que vous pourriez un petit peu élaborer sur parce que ça a trait tout spécialement à la France, et une des dernières fois peut-être où la France a rayonné, alors pour le meilleur et pour le pire, peut-être pour le pire, vous allez nous donner un petit peu votre avis là-dessus, mais peut-être voilà, un petit peu autour de ce glissement et de ce besoin dans la spéculation dans le monde intellectuel, de la déconstruction, de relativisme, ce qui va mener un peu au relativisme au nom du relativisme, et ce qui amènera ma question d'après sur un peu les principes de révolution, et toujours pareil, de la révolution, pour la révolution, mais pour en faire quoi finalement? Premier point, vous avez raison de souligner qu'il y a beaucoup d'analyse généalogique dans ma façon de procéder, qui déjà, en tant que tel, marque mon opposition au courant postmoderne, voire moderne. Puisque la généalogie consiste à poser une origine sur le phénomène qu'on étudie, même si on est conscient que l'on peut toujours régresser et trouver une origine à l'origine, etc. Mais enfin, il ne s'agit pas de dissoudre la généalogie dans ce que Foucault appelait des séries, c'est-à-dire des faits indépendants les uns des autres qui, à un moment donné, se rejoignent accidentellement pour former un phénomène. Bon, ce n'est pas du tout mon approche. Je crois que la métaphore fondatrice de la philosophie qu'on trouve chez Platon dans l'allégorie de la caverne nous dit bien que le soleil est le rejeton du bien, c'est-à-dire que l'ontologie est une généalogie, c'est une filiation, c'est l'étude d'une filiation. Voilà. Donc ça, c'est un point de méthode important, puisqu'il me semble que la généalogie est de plus en plus remise en cause aujourd'hui dans les sciences humaines et même dans la philosophie, comme en témoigne par exemple le primat de la philosophie analytique aujourd'hui. Deuxième élément, disons que la perte du cosmos n'est pas de la responsabilité des auteurs postmodernes. Il ne faudrait pas faire ce raccourci-là, puisque elle est liée à la naissance même de la modernité et de la science physique moderne. Je renvoie évidemment à un classique dans le genre qui sont les travaux d'Alexandre Coiré, et dont le titre d'ailleurs, l'un de ses livres est extrêmement révélateur, du monde clos, le cosmos donc, à l'univers infini. L'univers infini d'ailleurs, laissant libre cours, laissant la place plutôt à au mouvement comme catégorie ontologique centrale, et à l'étude du mouvement, c'est-à-dire de la vitesse et de l'accélération, que l'on retrouvera d'ailleurs dans les calculs de l'ingénieur Taylor pour optimiser le fonctionnement des usines. Alors, quel lien avec les auteurs postmodernes? En fait, je pense que plutôt que partir du cosmos, il faudrait, dans le cas présent, partir de la notion d'institution. J'oppose ou je crée une tension, une dualité entre d'un côté l'organisation, pensée comme boucle de rétroaction à partir donc de mon étude de la cybernétique, et de l'autre l'institution, pensée comme ce monde intermédiaire entre on va dire le grand récit que les sociétés se proposent elles-mêmes et les collectivités humaines. Donc les institutions sont un peu le ciment
d'une société et le lieu de leur normativité. Normativité, norma en latin, équerre, donc de la mise à l'équerre des populations, parce qu'il n'y a pas de société qui puisse tenir s'il n'y a pas imposition d'un ordre. Et surtout d'un ordre généalogique d'ailleurs, où chacun respecte les places dans la génération qui est la sienne. C'est tout l'objet du droit civil, par exemple, que de nous attribuer cette place dans l'ordre social. Alors la tension que je crée est la suivante. Quand on met en place des mécanismes organisationnels, c'est-à-dire du management dans des institutions, alors on tend à générer un mouvement de destitution, donc à dénaturer la nature institutionnelle de l'institution, qui pourtant est garante de l'ordre social et généalogique dont je viens de parler. Autrement dit, c'est un mouvement révolutionnaire, j'anticipe, je pense sur votre question, par excellence. Or, qui sont les auteurs qui ont le plus mis en avant cette question de la destitution? Ce sont les auteurs, on dirait, de la gauche radicale, pensant que, alors, par exemple, chez Negri, dans son livre Le pouvoir constituant, il rejette la dichotomie pouvoir constituant, pouvoir constitué, hérité de la Révolution française et notamment et de la BCIS notamment. Pourquoi? Parce que tout pouvoir constitué finalement est arbitraire et exerce une domination arbitraire sur les populations. Et donc il faut surtout veiller à ce que le pouvoir constituant ne se transforme jamais en pouvoir constitué, et donc finalement qu'il n'y ait jamais d'ordre politique. Et Agamben vient derrière, Negri, en disant Antonio Negri n'est pas encore assez radical, puisque s'il y a du pouvoir constituant, c'est qu'il peut y avoir du pouvoir constitué. Donc on ne peut pas simplement en rester à l'apologie du pouvoir constituant. Ce qu'il faut prôner, c'est la destitution généralisée. Et on retrouve cette promotion de la destitution chez Agamben dans les écrits du Comité invisible, qui l'inspire directement. Je pense même qu'il y a une connexion directe et personnelle. Et dans les écrits du Comité invisible, on voit bien que le projet, selon leur terme, est de destituer le monde, d'où le recours à la casse. Et ce qu'on voit donc dans les manifestations. Mon propos est le suivant, c'est que de façon assez paradoxale, voire ironique, vous savez, l'ironie dont l'histoire a ses secrets, il me semble que la portée des thèses du Comité invisible est relativement restreinte. C'est-à-dire que la société ne se destitue pas par les actions coup de poing des lecteurs du Comité invisible. En revanche, la force la plus révolutionnaire qui agit dans la société, c'est le management, qui tous les jours, par la mise en pratique de la boucle de rétroaction, qui est le modèle de tous les outils de management contemporain, sape les fondements institutionnels de notre société, si bien qu'il n'y a presque plus rien de politique dans notre État, qui est devenu un État managérial et gestionnaire. Donc, je pense avoir répondu à votre question. Oui, merci. L'idée, c'était effectivement toujours pareil, de jeter des ponts et de faciliter dans la conversation et dans les recherches de ceux qui regarderont cette entrevue, d'élargir un petit peu le débat. Alors effectivement, sur la partie révolutionnaire, parce qu'effectivement, il y a une forme intéressante, notamment j'ai retenu page 28, une petite citation qui me semble vient, vous me corrigerez si je me trompe, justement de cette ultra-gauche et donc des auteurs de la cabine Negri et d'Agamben. Donc, je cite, « Le véritable révolutionnaire ne combat point l'ordre en place, mais plutôt le besoin d'ordre. » Et un peu plus loin, c'est la raison pour laquelle il expérimente des formes de vie. Donc, dans le fait révolutionnaire, il y a aussi potentiellement une de ces facettes, c'est-à-dire peut-être la perpétuelle insatisfaction d'une forme arrêtée de politique et d'un ordre établi. Donc, on en revient un petit peu aux définitions traditionnelles antiques du cosmos. Parce qu'on rappelle quand même que vous en faites un très bon rappel dans le livre aussi, c'est que toujours dans un esprit un petit peu de dialectique entre l'ordre ancien et l'ordre ou le non-ordre ou le désordre nouveau, d'une certaine manière, c'est que l'avancée dans la pensée et dans le cheminement dans la connaissance, dans la pensée antique, c'est d'aller vers le dévoilement du cosmos, vers une meilleure compréhension du cosmos tel qu'il a été créé. Alors que l'approche moderne, vous avez un petit peu élaboré là-dessus, c'est de changer le monde.
c'est l'homme devient la référence et la norme, et à l'aune de cette norme, il peut modifier et changer le monde, et considérer le monde comme étant une ressource comme une autre, qu'il peut modifier à foison comme il veut. Donc est-ce que peut-être on peut jeter ces idées en pagaille et en faire sortir quelques éléments qu'on retrouve évidemment bien plus brillamment et bien plus logiquement organisés dans votre livre. Sur ces éléments-là, l'ordre ancien, le désordre nouveau, et l'état de perpétuel révolutionnaire, jamais satisfait d'une forme de pouvoir, et vous en parlez un petit peu autour de constituant versus constitué. Je pense qu'il y a matière là-dessus. Est-ce que vous dérouliez un petit peu ce qu'on retrouve donc dans votre livre? Oui. Alors, je repartirai pour répondre à cette question de la généalogie que Martin Heidegger dresse de la science moderne et que j'avais analysé dans un précédent livre qui s'intitule Heidegger, la question du management. Il y a effectivement il y a un basculement, si bien qu'il est relativement trompeur de parler de science pour désigner deux approches assez différentes. La première, antique, est de facture contemplative. Il s'agit d'accéder progressivement à une meilleure compréhension du cosmos dont l'ordre est immuable. L'ordre est immuable, contrairement d'ailleurs au monde sublunaire, dirait Aristote, qui lui est soumis au mouvement et appelle donc, cette fois-ci en éthique, la prudence, c'est-à-dire une forme d'adaptation aux circonstances. La bascule de la science moderne, c'est de remplacer, c'est Francis Bacon qui le formule ainsi, l'experientia par l'experimentum. Alors qu'est-ce que ça signifie? L'expérience en tant qu'experientia, c'est finalement la réception sensorielle du monde que l'on peut après théoriser pour tenter de s'approcher donc de cette vérité du cosmos. L'experimentum, c'est l'expérimentation et non plus l'expérience, c'est-à-dire, en termes heideggeriens, la provocation de l'étang en vue de lui faire rendre gorge, en vue de lui faire rendre raison. Tout simplement, il s'agit de créer des situations artificielles. Si je me replonge dans mon enfance au lycée, une planche inclinée, des voitures, des petites voitures, des solides qu'on fait dévaler la pente, il y a un calcul de distance, un calcul avec le chronomètre, et on établit des rapports. Voilà une situation artificielle créée pour étudier une loi. Donc, on n'est plus à la recherche de causes et d'effets comme dans la science antique, on est à la recherche de lois, c'est-à-dire d'établir des modes de fonctionnement. Auguste Comte était vigilant sur ce point, justement. Le positivisme, la science moderne, c'est le refus de l'origine et de la cause. Par contre, c'est l'analyse des fonctionnements et des modalités de fonctionnement. De même en chimie, etc., jusqu'à des accélérateurs de particules, je pense au CERN à Lausanne, qui créent des situations artificielles qui n'existeraient pas naturellement. Donc, il y a cette provocation de l'homme, cette intervention de l'homme dans la nature, dans la visée, nous dit Heidegger, de le rendre disponible. Donc, c'est la mise à disposition du réel pour la connaissance de l'homme. Mais cette connaissance est toujours déjà appliquée quand il s'agit de parler de sciences modernes. La distinction entre recherche fondamentale et recherche opérationnelle ne fonctionne pas. Elle n'est pas pertinente dans la mesure où ce qu'on nomme recherche est toujours déjà orienté par l'utilité de ce que l'on va découvrir. Et donc, c'est ainsi que se produit un mouvement de transformation du monde, au niveau scientifique également, mais c'est également le slogan en politique. Il ne s'agit plus de comprendre le monde, mais de le transformer, dixit Karl Marx. Donc, vous voyez la transposition finalement de l'expérimentation en philosophie politique. Puisqu'il y avait cosmos, pour les anciens, il y avait droit naturel. Ici, il y a révolution, puisqu'il faut expérimenter de nouvelles formes de vie collective. Mais ce qui ajoute encore, de caractère évolutionnaire à la postmodernité, c'est le refus que ces expérimentations se figent
dans des communautés durables. Parce que l'ordre est mauvais en tant que tel, mais susciterait encore psychologiquement ce besoin d'ordre dont vous parliez. Et donc, il faut combattre ce besoin, si bien que le révolutionnaire conséquent aujourd'hui est le nomade accompli qui nulle part ne se fixe. Le révolutionnaire, ce sera le déraciné qui, en aucun endroit, ne peut se reconnaître chez lui, qui, je prendrai cette fois la métaphore d'Ulysse, ne peut jamais revenir à Ithaque. Il ne peut jamais faire retour. Voilà. D'où le déplacement permanent, d'où le nomadisme, d'où le bougisme. Alors, transition parfaite avec une autre thématique évoquée dans votre livre. C'est, on reprend là un des fascicules, des thèmes, des traités, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, de ce collectif d'ultra-gauche. Vous me redonnez le nom, il m'échappe à l'instant. Le Sur la comité théorie invisible. Exactement, le comité invisible, merci. Et donc sur la théorie du Bloom, c'est-à-dire, alors je cite dans son essence, pas forcément ultra précisément dans ces mots, mais bon, donc il me semble que ça reprend un des personnages de. Ben, on retrouve Ulysse, mais un autre Ulysse. Il me semble que c'est un des personnages de l'Ulysse de James Joyce. Donc la théorie du Bloom, en fait, c'est cette espèce d'être un peu amorphe, produit pur du capitalisme. Bon, là, je reprends à gros traits, j'imagine, le spectre, enfin la vision de l'ultra-gauche. Donc la théorie du Bloom, donc, c'est un être indifférencié, sans substantialité, qui conserve ses facultés intellectuelles intactes, mais qui, donc ses facultés intellectuelles qui lui permettent de se fondre dans la masse, de continuer à interagir avec son environnement, mais qui ne laissent rien paraître de la vacance de leur âme, c'est-à-dire en fait du simple fait qu'ils soient effectivement nomades, fluides, adaptables à l'extrême à l'envie, qu'ils gardent les facultés qui leur permettent de cacher qu'ils n'ont plus de racines, qu'ils n'ont plus de volonté de s'ancrer dans un monde, mais qu'au contraire, ils vont mettre en avant ce qui, à leur sens, est bon, c'est-à-dire je suis adaptable, je suis malléable, je suis prenez-moi, malaxez-moi, faites de moi ce que vous voulez, je suis capable de. C'est un grand avantage dans ce monde moderne, je peux m'adapter. On retrouve là typiquement les arguments qu'on pourrait donner dans une interview pour un job, c'est-à-dire je suis adaptable, je suis malléable. Donc peut-être que vous pourriez Oui. un petit peu nous parler de ça et aussi élaborer autour de ce thème vraiment de l'agilité et peut-être aussi en quoi certains penseurs vous évoquez ont justement, à partir de ce qu'ils pensaient être l'utilité de la norme, c'est-à-dire je crée des normes, tout doit être normé, je norme le monde pour pouvoir mieux m'en accaparer, mieux le gérer, gestion des flux, etc. Et ce qui les a amenés finalement ensuite à considérer le complet opposé, c'est-à-dire l'exception, et finalement à devoir étudier les choses non pas par rapport à ce qu'ils ont normé, mais par rapport aux exceptions qui vont se dégager de tout ce qui ne rentre pas dans ces normes, et qui crée cette espèce de dichotomie entre je veux des éléments qui sont très normés, mais j'ai besoin de cette fluidité, de cette élasticité des éléments. Là, c'est un petit peu confus parce qu'évidemment, j'essaie à ma modeste Alors, mesure de relayer les idées qui sont encore une fois très méticuleusement posées dans votre livre. Donc peut-être que vous allez pouvoir un petit peu remettre en ordre mes idées confuses. oui, alors tout d'abord, j'avais mal anticipé votre propos puisque vous ne parliez pas du comité invisible, mais de Tikkun. La revue Tikkun qui a publié 2 numéros, 2 en tout et pour tout, disponibles sur Internet et dont je conseille vivement la lecture. C'est une source, une lecture extrêmement stimulante. Et effectivement, ce Tikkun, cet organe révolutionnaire, comme ils se prénommaient eux-mêmes, ou lui-même, je ne sais pas, a proposé une nouvelle théorie de l'homme sans qualité, qui est celle du Bloom. Alors, de quoi s'agit-il? Je ne vais pas ici forcément être fidèle à Tikkun. Disons que l'idée générale, c'est que l'identité, l'enracinement à un lieu, à des personnes, l'attachement à des personnes, que ce soit
dans le cadre de la famille, des amis, mais aussi des métiers qu'on exerce. Tout cela fait obstacle à la fluidité générale désirée par la société capitaliste de l'accélération. Autrement dit, le bon travailleur, cela concerne principalement aujourd'hui les cadres, mais cela tend à se généraliser. Le bon travailleur est celui qui est mobile, celui qui est déplaçable. C'est d'ailleurs pour cela qu'on le raisonne aujourd'hui non plus en termes de métier ou de qualification, mais de compétences. Puisque en décrivant, en décortiquant les modes opératoires des gens qui travaillent, on les détache d'un contexte professionnel, leur métier, on les détache d'un contexte social, l'équipe dans laquelle ils travaillent, on les détache d'un contexte géographique, le lieu où ils travaillent, donc on les déracine. Les compétences, en fait, sont des qualités, des attitudes hors sol, mais sur le papier, elles ont le mérite d'être déplaçables. Elles ont d'être transférables. Voilà, les compétences, excusez-moi, c'est le terme exact, d'être transférables. D'un lieu à un autre, d'une équipe à une autre, pardon, etc. Et parmi les compétences figure notamment ce mot tarte à la crème que tous les directeurs de ressources humaines ont à la bouche, le savoir-être. Et on distingue généralement dans la compétence le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, mais ce qui compte réellement, c'est cette dernière dimension comportementale qui signifie en fait, on le trouve décrit dans les matrices de compétences ou dans les fiches de poste ou dans les annonces pour le recrutement, signifie adaptation, innovation, capacité d'écoute. Capacité d'écoute traduire docilité, hein, je renvoie à mon prochain volume de la théologie de l'organisation. C'est ce que les psychanalystes, notamment Helen Deutsch dans les années 30 et plus récemment Roland Gori, nomment les personnalités as if. As if en anglais, comme si. Les personnalités comme si, qui ont cette curieuse caractéristique d'être en même temps toujours à la pointe, toujours capable de s'adapter à une nouvelle situation, comme un caméléon arrive à se fondre dans l'environnement, mais donne le sentiment d'être, comme vous l'avez parfaitement dit, vide de l'intérieur. On a l'impression d'être face à quelqu'un d'extrêmement froid, malgré la chaleur qu'il s'applique à dégager. Et on assiste aujourd'hui donc, je cite les psychanalystes, à la multiplication des cas cliniques de personnalités asif, de personnes qui sont parfaitement adaptables, mais qui souffrent de ne plus avoir aucune identité parce qu'ils ne savent plus à quoi se rattacher. Ils ont été intégralement vidés. Et chose intéressante, je terminerai là-dessus pour ce point-là, je trouve que ces personnalités asif ont beaucoup en commun avec la figure du schizophrène chez Deleuze. Autre auteur postmoderne, vous avez cité Derrida, Blanchot, effectivement, génération avant, Gilles Deleuze, qui raisonne de la façon suivante: le capitalisme se territorialise, c'est-à-dire crée un ordre et essaye de capter tous les mouvements dans cet ordre. Et donc finalement, pour y échapper, il faut toujours se déterritorialiser. Et c'est justement le schizophrène qui est l'expert en déterritorialisation et échappe tout le temps au ré, à la maille capitaliste. Mais c'est intéressant puisqu'on retrouve finalement les mêmes propriétés psychologiques chez les personnalités asif que chez le schizophrène décrit par Deleuze, ce qui fait que peut-être on pourrait mettre l'hypothèse que le révolutionnaire est la meilleure manœuvre, celui qui est capable d'être toujours en mouvement. Alors, ce mouvement, aujourd'hui, prend le visage d'une expression qui revient souvent depuis 2 décennies, disons, qui est l'expression d'agilité. L'agilité, c'est le langage managérial ou le savoir-être, hein, les deux se rejoignent. Le savoir-être ici, c'est justement le comportement agile. Donc, c'est le jargon managérial, le terme technique qu'on utilise en management
pour désigner la faculté d'adaptation à un environnement toujours mouvant, où ce qui importe n'est pas tant la capacité intellectuelle de bâtir un raisonnement que l'aptitude comportementale à épouser les normes qui se succèdent à une vitesse toujours plus grandissante. Et dans le raisonnement de Jérôme Barrand, euh, apparaît, donc au fur et à mesure des pages que l'on tourne, encore une fois un raisonnement de type darwinien, qui est cette fois-ci celui de Tarzan. Hein, le manager est comme Tarzan, nous dit Jérôme Barrand. Il fait agilement passer de liane en liane pour s'adapter aux circonstances et aux dangers de la jungle. Alors, adaptation à la pluralité des normes, je crois que c'est le dernier point que vous aviez abordé. La première tentation, et je l'ai suivie dans une certaine mesure dans ce livre, en tout cas en son début, c'est d'opposer l'exception à la norme comme précisément ce qui ne rentre pas dans le cadre prévu par la norme. Cette pensée, je pense, est typique du 19e siècle, positiviste, que de concevoir finalement la norme comme une moyenne statistique par exemple, et l'exception comme ce qui est finalement trop loin de la moyenne. Mais je crois que il faut envisager que la norme elle-même a changé de nature. C'est-à-dire que le régime de l'accélération que nous connaissons fait vaciller la norme, ou en tout cas la solidité de la norme. Je vous rappelais tout à l'heure que norma signifie équerre, donc quelque part l'équerre, par exemple, quand on veut accrocher une étagère au mur, c'est ce qui permet de la fixer, et donc de lui donner une solidité, une stabilité. Mais il me semble que cette solidité s'acquiert dans le temps. C'est-à-dire que la norme n'est pas tout de suite aussi solide qu'on le voudrait. Et précisément le fait qu'il y ait aujourd'hui une sorte de diarrhée normative, que ce soit au niveau législatif, au niveau français, européen, mais au sein même des organisations, dans les écoles. Mes enfants sont au collège et à l'école primaire. On voit comment même ces simples petites organisations de villages ou de secteurs n'arrêtent pas d'émettre des procédures en tout genre. Mais donc, l'effet de cette diarrhée normative, c'est la dilution de la norme, c'est-à-dire qu'elle perd son statut de normativité et que quelque part, elle se soumette au rythme de l'exception, c'est-à-dire de la nouveauté permanente. La norme devient un produit d'innovation comme les autres, plutôt que de fixer le cadre dans lequel l'innovation devrait prendre place. D'où d'ailleurs, au niveau des pays, mais aussi entre les entreprises, une concurrence normative, alors qui joue au niveau juridique, mais aussi au niveau des normes de production, etc. Alors, autre thème qui est un petit peu en filigrane sur une partie du livre, et notamment quand on approche un petit peu ce qui fait un peu le sel de votre approche, mais aussi simplement, j'imagine, du fait de votre parcours professionnel, autour vraiment des questions managériales, c'est la temporalité. Est-ce qu'on pourrait peut-être un petit peu revenir sur quand on parle de temporalité, c'est-à-dire l'étirement du temps, l'accélération du temps, la simultanéité, la synchronisation. C'est pas fini. Il y a aussi, puisque vous en parlez un petit peu, cette révolution au niveau industriel, vous en avez un petit peu parlé de Taylor, alors ce coup-ci dans ce qu'on connaît plutôt pas mal de lui, Organisation scientifique du travail, donc Taylorisme, et ensuite le toyotisme, qui est un petit peu son incrémentation par les revues à la sauce japonaise. Comment la pensée managériale gère le temps, sa compression, son étirement, sa simultanéité, les flux tendus, ce genre de choses, et à quel point ça a pu passer dans d'autres manières de fonctionner. Et donc, bien évidemment, on pense à la partie gouvernement, c'est-à-dire comment ça a pu influencer le gouvernement. Et bon, pas encore refléter sur l'actualité, mais sur comment sont gérées ou au contraire ne sont pas du tout gérées les crises, ce qui pourra d'ailleurs m'amener à une autre question un peu plus tard sur la notion de crise. Le temps me semble être sa principale, comment dire, son principal facteur
Le fait est que l'on dérive la distance par rapport au temps, quand on veut calculer la vitesse, et la vitesse, encore une fois, par rapport au temps, quand on veut accéder à l'accélération. Ce qui donne quelque part une sorte de primat au temps qui se concrétisera avec l'essor des moyens de communication. Le fait qu'il n'y ait que l'espace finalement soit accessible dans un temps restreint, voire même aujourd'hui en temps réel avec Internet, donne au temps tout son primat, sa primeur. Et donc, on le retrouve nécessairement au début de l'histoire du management, chez Taylor, chez Ford, où l'introduction de la ligne de montage, des chaînes de production, travaille la chaîne, va donner un sérieux coup d'accélérateur à la production, c'est-à-dire va donner des gains de productivité phénoménaux. Mais cette conception du temps, je pense, reste relativement classique en ce sens qu'elle est linéaire, encore donc largement tributaire, on va dire, du paradigme newtonien. Et c'est précisément le reproche que je fais à Hartmut Rosa. Donc, je fais une petite parenthèse ici avant de reprendre le fil de l'histoire du management. Hartmut Rosa, l'excellent Hartmut Rosa, il faut le dire, je vous le conseille à la lecture, a fait du temps l'objet d'une critique sociale dans la tradition donc des philosophes de l'école de Francfort, même s'il faut le dire, il a été l'étudiant d'Axel Honneth, donc ça c'est le côté école de Francfort, mais il a été également impressionné et très influencé par les écrits de Charles Taylor, le philosophe canadien, qui lui n'appartient pas du tout à cette tradition de pensée. Ce qui fait que Hartmut Rosa est vraiment un philosophe intéressant. C'est justement cette multiplicité d'approches qu'il arrive à fondre dans ses livres. Alors pour lui, l'accélération sous ses différentes formes techniques, sociales, individuelles, est le trait marquant des sociétés modernes. Et cela se caractérise par l'intensification du temps. C'est-à-dire que le temps n'accélère pas en lui-même. Ce qui change, c'est le nombre d'événements que nous vivons par unité de temps. Je trouve que lui aussi, de ce point de vue-là, reste prisonnier de ce raisonnement linéaire que je mettais en évidence, aussi intéressante cette thèse soit-elle, et qui n'a pas pris en compte la nouvelle temporalité introduite par la cybernétique. Parce que là, nous devons revenir à la boucle de rétroaction. Qu'est-ce qui fait qu'une boucle de rétroaction est plus performante qu'une autre? C'est le temps qu'elle met à se réaliser. C'est le temps que l'information met à la traverser. Puisque ce que la cybernétique va introduire, c'est la notion d'information. Quand la finalité est émise, il y a une transmission d'information. Quand on évalue l'action réalisée, il y a prélèvement d'informations sur l'activité réelle. Donc c'est la circulation de l'information qui est déterminante. Et l'horizon de cette boucle de rétroaction n'est autre que le temps réel, c'est-à-dire finalement le fait qu'on ait parcouru les 4 étapes que j'ai citées tout à l'heure en un clin d'œil, si je puis dire, instantanément. Et donc là, le schéma de la temporalité n'est plus linéaire, il est circulaire, se reproduit à chaque instant, donc circulaire mais discontinu, et tend finalement vers le point ultime de l'accélération que serait la synchronisation. Et ce modèle du temps-là constitue la base sur laquelle se sont construites les théories et les modélisations du management à partir des années 50 et 60. Et il y a bien une analogie, qui est d'ailleurs plus qu'une analogie, c'est presque, mais presque une assimilation, entre le fonctionnement du cerveau humain et celui de l'ordinateur, avec 2 directions. Finalement, comme comment dire, l'être humain est encore nécessaire malgré tout à la réalisation de tâches, malgré l'innovation technique continue, eh bien, il faut qu'il puisse rentrer dans ce moule temporel et on revient sur la faculté d'adaptation, l'agilité, thème que j'ai donc abordé précédemment. Mais deuxième direction, pour pouvoir s'adapter de plus en plus vite, il faut donc développer l'intelligence artificielle, les systèmes experts, parce que c'est à ce niveau-là que le traitement de l'information est le plus rapide
et qu'on peut accéder au temps réel qui vous fera prendre le pas sur la concurrence et donc éviter d'être compté parmi les relégués, ceux qui terminent, comme dit Zygmunt Bauman dans la société liquide, ceux qui terminent à l'écart près de la poubelle de l'histoire, bien sûr. Hein. Ceux qui terminent, ce sont ceux que Günther Anders appelle les types inadaptables, les unadaptable fellows. Eh bien, le toyotisme, si vous voulez, c'est le taylorisme qui a intégré cette logique circulaire du temps, hein, qui a intégré l'horizon du temps réel, de la synchronisation, dont l'idéal est finalement le one-click d'Amazon. Vous parlez de flux tendu, je crois qu'on a là c'est même du flux poussé, comme on dit, parce que c'est le client qui finalement appuie et pousse pour que la production sorte. Et les drones permettront très bientôt, mais je crois que c'est en cours d'expérimentation dans certaines régions, d'être livrés dans la journée, voire mieux. Donc vous voyez là, il y a l'idéal de l'instantanéité à travers donc la fluidification de la chaîne de production, la fluidification de la relation entre le client et l'organisation, et la fluidification des relations entre organisations, puisque bien sûr, si je suis une usine, je travaille avec des sous-traitants, des fournisseurs, etc. Et donc la mise en place de systèmes d'information interorganisationnels pour que tout soit coordonné dans le même temps, hein, et que tout se fasse donc instantanément. C'est un régime, il faut le dire, un régime d'historicité, un régime de temporalité inadapté au temps long des sociétés humaines, inadapté à la biologie, en tout cas naturelle, de l'être humain, hein, d'où toute la problématique ici qui gît ici du transhumanisme, comme, comme possibilité d'augmenter les capacités humaines par la technologie. Je voulais un petit peu aussi élaborer autour de l'informel dans le monde du travail. Ce qui semble que la position du manager, ce qu'on demande du manager, c'est d'être cette espèce d'interface entre les hautes sphères, ceux qui sont en général pas très au contact avec la réalité ou pas très au contact avec le terrain. Et ce manager est censé être l'interface avec les couches inférieures, faute de pouvoir dire mieux. Et qui est censé être un peu l'interface et maître de la compréhension de tout ce qui est l'informel du travail. C'est-à-dire il est chargé de recevoir les ordres d'en haut. D'ailleurs, vous élaborez un petit peu autour du messianique dans votre livre, donc peut-être qu'on pourra relier ça si c'est pas trop tiré par les cheveux. Est-ce que peut-être, si c'est intéressant, si ça vous semble pertinent, un petit peu élaborer autour de cet informel dans le monde du travail et comment le manager est censé être l'interface et le pilier de toute cette articulation. Donc il a un rôle de courant à la fois cognitive, faire passer l'information, mais aussi affective, parce que ça, bon, c'est aussi quelque chose que je rappelle, mais dans un livre précédent, c'est que ce qui compte depuis les origines du management, c'est certes l'efficacité, la coopération efficace, mais également l'adhésion affective des travailleurs à leur travail, parce qu'à compétences égales, une plus grande implication génère plus de performance. C'est pour cela que Taylor fait la chasse à la flânerie, parce qu'il souhaite que le désir ne soit pas orienté vers autre chose que l'appareil de production. Voilà, donc ça, c'est la tradition américaine qui a toujours valorisé au cours de son histoire les relations immédiates plus que médiatisées. Alors qu'au contraire, en France, par l'administration, nous avons une certaine culture des corps intermédiaires et il faut en passer par ces règles, ces procédures pour entrer en relation. Et donc, quand les traditions, enfin les outils du management débarquent dans les entreprises françaises, alors pour les entreprises historiques, elles ont pris un modèle sur l'Église et l'armée, donc elles sont encore fortement imprégnées de cette culture formelle, eh bien, se crée un choc culturel, géoculturel, géopolitique entre l'imaginaire américain hérité effectivement d'une certaine théologie, mais je crois qu'on n'aura pas le temps d'y venir ici, mais j'y insiste dans le livre, la théologie donc des Quakers, dont Taylor partage la foi,
Donc la tradition américaine de l'immédiation, des relations immédiates, de l'ajustement mutuel, des interactions, et la tradition, comment dire, hiérarchique française, la hiérarchie n'étant autre dans l'ordre vertical, hein, que des corps intermédiaires finalement, avant d'arriver à la strate. Et donc ce qu'on appelle résistance au changement, cette expression que tous les consultants ont à la bouche, n'est pas à mon sens à analyser en termes de psychologie, en termes de réticence au changement, en termes de sociologie des organisations du travail, mais plutôt en termes de choc anthropologique, où deux modèles mentaux, finalement, forment au sein même du système nerveux de nos travailleurs une injonction paradoxale intenable. Voilà, je pense, la situation où nous en sommes aujourd'hui dans la plupart des organisations et des institutions en France. Voilà, l'idée de toucher un petit peu à ce principe de formel-informel, c'est de voir effectivement que ce qui touche, ce qui a d'abord touché le monde de l'entreprise, et donc toujours avec un peu de retard parce qu'on a des forces de résistance, on avait des forces de résistance intellectuelle, civilisationnelle fortement ancrées en France, mais qu'on les dit qu'on finit par lâcher, et maintenant on est envahi, la vague de cette approche managériale nous a totalement envahi. Oui, alors, Et par exemple, on a un exemple très clair, excusez-moi, je vous coupe, parce que c'est vrai que je n'avais pas répondu entièrement, mais dans le nouveau positionnement, le terme managérial par excellence, des professeurs des écoles, là il fallait supprimer instituteur parce que ça fait référence à institution, que c'est trop vertical, par rapport à leurs élèves, où il est moins question de transmettre des contenus que d'adopter certaines positions d'aide, d'écoute, d'accompagnement euh, face aux élèves. Donc là, on a typiquement l'importation effectivement d'une posture, encore un terme managérial, une posture managériale. qui sont des termes, je trouve, assez inélégants. Mais donc voilà, encore un autre exemple pour montrer qu'effectivement, encore le monde de l'éducation, oui, effectivement, on n'est pas en plus instruction publique, d'instruction publique, nous sommes passés à l'éducation nationale. Donc voilà, encore un autre exemple pour montrer que la pensée managériale a décidément envahi toutes les strates de nos organisations. Donc du coup, une dernière question qui nous servira un petit peu d'ouverture, parce que effectivement le livre est très complet. Donc je rappelle que il est très complet, il est doté d'un index des noms pour vous référer un petit peu à toutes les sources que vous avez pu citer de tous les courants de pensée de l'Antiquité jusqu'à des penseurs contemporains, et également un index des thèmes, ce qui permettra d'aller puiser par thématique dans les différents chapitres de l'ouvrage. Donc, en guise de dernière question, conclusion, ouverture, projection, perspective future, etc., je voulais reprendre un petit peu un des titres de paragraphe sur votre théorie générale du gouvernement par l'exception, de l'exception permanente, qui est donc le gouverner par la crise. Et l'idée, c'était un petit peu que vous nous parliez de ce que vous développez, notamment dans ce qui va nous intéresser dans l'actualité très récente et qui nous touche tous, c'est ce qui a abouti, donc tous ces courants-là de pensée managériale, ce qui aboutit à penser donc que l'on pouvait gouverner par la crise. Bon, moi, je simplifierais en disant qu'on ne gouverne plus du tout. Bon, déjà parce que pour parler aussi du fait que ça passe souvent et par une perte de la souveraineté, enfin, vous en parlez aussi un petit peu dans le livre. Donc, peut-être, voilà, faire un écho à l'actualité très récente sur la crise, les successions de crises, le gouvernement par la crise revient à quoi. Et il me semble que vous aussi, vous nous en parlez un petit peu dans le livre, parfois, en fait, de laisser la crise se résoudre par elle-même. On peut peut-être aussi revenir au subterfuge typique de la politique, d'allumer des feux, des contre-feux, des sur-contre-feux, pour faire oublier la bêtise faite la veille et contredire, faire l'exact opposé de ce qui avait été dit le mois précédent. Hein. Toute ressemblance avec des choses vécues dans l'année qui vient de s'écouler serait purement fortuite. Donc voilà, peut-être en guise de conclusion là-dessus, et pour revenir aussi donc autour de l'opportunité de crise, vous parliez en introduction
de ce livre qui fait tant parler. Je pense que les ventes du livre sur le Grand Reset sont vraiment uniquement dues aux gens, parce qu'évidemment, je doute qu'il y ait des grands passionnés de ce genre de lecture. À mon avis, les gens qui l'ont acheté, les ventes sont simplement issues du fait des gens qui sont en général opposés à cette pensée-là et qui ont besoin de connaître ton ennemi, de bien la décortiquer pour mieux la comprendre et mieux la combattre. Voilà, donc désolé, j'ai un petit peu jeté quelques éléments à la volée, mais je pense que vous serez à même de pouvoir conclure autour de cet univers d'idées-là. Oui, tout d'abord, une petite remarque sur ce livre, hein, donc la grande réinitialisation. Schwab, ils sont co-auteurs, ou sa plume, je ne sais pas, dit à un moment qu'il s'agit d'en finir avec le néolibéralisme. Et je trouve ça très intéressant parce que il met le doigt sur une distinction que je m'efforce de faire depuis plus d'une décennie maintenant, qui est celle entre le projet industrialiste et managérial, qui me semble être la tendance de fond de nos sociétés, et le projet libéral, voire néolibéral, même s'il faut clairement distinguer entre les deux. Et précisément, je crois que la notion de crise nous permet de faire le départ entre ces deux aspects. Alors, gouvernement par la crise. Ma porte d'entrée, elle est, je le rappelle, ontologique, en ce sens où le statut de l'organisation chez les cybernéticiens, c'est le statut de l'exception, de ce qui résiste à un mouvement général qui est celui de l'entropie. Et que cette exception, pour se maintenir, doit en permanence absorber de l'information, la traiter pour pouvoir s'adapter et donc survivre. Hein. Donc là, c'est le fond darwinien. Et puisque tout est en train de devenir organisation par l'introduction du management, ce qui vaut au niveau de l'entreprise vaut au niveau des familles, des associations, des hôpitaux, des universités et des États. Mais c'est pas parce que je prononce le mot État qu'il faut voir derrière cela du politique. Justement, il y a une dépolitisation des États du fait de l'introduction du management dans leur structure, ministère, cabinet, etc. Et de ce point de vue-là, le management se substitue à la souveraineté comme mode de gouvernementalité de nos sociétés. Et donc, les États comme les entreprises, comme les autres organisations, mettent en place des techniques de gouvernement de l'exception permanente, parfois volontaires, parfois subies. Hein, je crois que vous avez donné des exemples d'information, contre-information, etc. Puis parfois, il y a des crises qui arrivent et que l'on subit. Mais le fait est que dans ce grand projet industrialiste, qui est la grande marche de l'humanité vers la coopération internationale et efficace, le tout sur fond de bienveillance, hein, comme je le rappelais initialement, toutes les aspérités empêchent la fluidification généralisée. Les identités individuelles, mais également collectives. Qu'est-ce qui a provoqué la Seconde Guerre mondiale pour les cybernéticiens? C'est le droit des États souverains à déclarer la guerre. Donc, pour atteindre cet objectif d'une planète pacifiée, enfin débarrassée de toutes les pulsions meurtrières, mais aussi de toutes les pulsions de pouvoir et du besoin d'ordre qui est fasciste, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il faut donc en finir avec cette notion de souveraineté qui est, disons, je dirais pour le dire un peu vite, la forme politique propre à la modernité, à l'ère moderne. Alors, comment cela peut-il arriver? Alors, je vais ici le dire du point de vue du management. Il y a évidemment des combats qui sont menés au point de vue juridique, au point de vue des institutions supranationales, etc. Je vais en rester du point de vue du management et vous expliquer comment on procède de façon classique à une conduite du changement. Puisque ce qu'il s'agit de faire ici, c'est bien de faire changer les communautés humaines pour qu'elles épousent ce projet de, disait Klaus Schwab, la gouvernance mondiale efficace. Alors, je me réfère ici à Kurt Lewin, qui est
le père fondateur de la psychologie sociale, qui a fui l'Allemagne nazie pour se réfugier aux États-Unis, qui a participé aux conférences Macy, c'est-à-dire donc à la naissance de la cybernétique, même s'il est mort en 1947, c'est-à-dire à la deuxième année des conférences Macy. Et Kurt Lewin nous explique ceci. Les groupes, puisque lui c'était la conduite de changement pour les groupes, mais le raisonnement, vous allez voir, peut-être extrapolé. Les groupes ont ceci de paradoxal, qui sont à la fois les instances les plus conservatrices, mais aussi les vecteurs les plus puissants de changement. Alors, comment expliquer ceci? Bien, un groupe ne perdure que par l'identification de ses membres à la norme du groupe. Alors, quel que soit le type de norme, peut être un intérêt pour un sport, le partage d'une hobby, ça peut être aussi le partage d'une idée, pourquoi pas d'un destin commun. Et donc, quand le groupe s'est constitué, les relations en son sein sont figées, elles sont cristallisées, nous dit Kurt Lewin, frozen en anglais, si bien que le groupe est quelque chose d'extrêmement stable, qui se réfère toujours à son identité pour se perpétuer, et qui donc il n'y a rien de plus difficile que de faire changer un groupe. Mais à côté de cela, comme l'individu s'identifie à la norme du groupe, eh bien il n'y a rien de plus puissant que le levier du groupe pour faire changer les individus. Donc ce serait le niveau idéal pour agir. Mais comment faire, puisque c'est en même temps une instance ou une entité conservatrice? Là, il faut procéder en 3 temps. Ce sont les 3 grands temps de la conduite du changement pour Kurt Lewin. 1. Unfreeze, dégeler. Il faut introduire des marges de manœuvre dans le groupe, autrement dit, le déstabiliser. Alors, quand je suis en entreprise, eh bien, par exemple, je vais changer les règles dans une équipe, je vais introduire un nouveau membre, je fais appel à un consultant, je vais faire un séminaire de mise au vert pour changer les références spatiales et perturber le groupe pour pouvoir introduire du changement. Vous voyez évidemment tout de suite l'analogie, par exemple, avec les thèses de Naomi Klein sur le gouvernement, par le chaos qui s'est produit en Amérique du Sud. Voilà. Alors, deuxième phase, l'introduction du changement. Mais si on l'introduit de façon autoritaire, eh bien, le groupe tout de suite va se refermer sur lui-même comme une huître. Donc, il faut le faire sur un mode participatif. Faire croire, alors je dis faire croire parce qu'évidemment, je n'y crois pas, justement, faire croire aux membres du groupe qu'ils sont les acteurs du changement. Et pour ça, il y a un tas de tactiques qui va aux travaux de groupe, aux présentations à la salle. Bon, le tout est de prendre soin de bien définir le cadre pour que le groupe ne sorte pas du cadre. Dernière étape, le regel, refreeze, qui passe par la phase de consentement. Et là, la psychologie sociale nous a appris à quel point le simple fait de prononcer le mot oui était une promesse d'engagement. Par exemple, si vous êtes à la plage, seul avec votre serviette, votre smartphone, vos clés, mais que vraiment il fait très chaud, vous avez envie d'aller vous baigner, eh bien, si vous demandez à votre voisin de serviette de surveiller vos affaires, il y a à peu près 60% de chances, statistiquement, plus de chances qu'on ne vole pas vos affaires. Donc ça, c'est le simple fait qu'il ait dit oui, j'accepte. Et donc, cette manufacture du consentement, pour reprendre l'expression de Lippmann qui a été reprise par Noam Chomsky, cette manufacture du consentement est la dernière étape en fait du changement, la phase de recristallisation. Ben, on peut, je crois, décliner ce raisonnement qui ici concerne les groupes au niveau de pays entiers, notamment quand il s'agit de réforme des retraites, de réforme de la fonction publique, ou alors d'imposer des protocoles sanitaires, etc., etc. Toujours déstabiliser pour mieux faire passer le changement après, sous une forme évidemment bienveillante et soi-disant participative. Voilà, en réponse à votre question, cher Florent. Merci. Ben, je crois qu'on a fait un bon tour
de la question. Donc, j'encourage bien évidemment les lecteurs, les fidèles du cercle à se procurer ce livre. Donc, je rappelle qu'il s'agit du volume 2 de votre trilogie, dont le troisième volume sera apparaître dans les temps prochains. Et donc, ce volume 2 s'intitule De l'exception permanente, paru en 2018 aux éditions On va dire, dans la collection Les Carrefours de lettres que j'ai oublié de mentionner en début d'entrevue, que vous dirigez. Merci beaucoup, Baptiste Rapin, pour ce beau tour d'horizon et pour comprendre à quel point la question managériale a envahi, d'une certaine manière totalitaire, c'est-à-dire qu'elle a envahi vraiment toutes les couches de réflexion, toutes les strates de notre vie, sociale, politique, économique. Et donc, j'espère vous revoir très bientôt. Et peut-être que cette actualité chaude et ces sollicitations vont vous redonner un regain d'énergie pour nous livrer votre troisième tome, dont bien évidemment, nous nous ferons un grand plaisir de vous recevoir pour le présenter aux fidèles du Cercle Aristote qui attendent avec grand enthousiasme ce troisième volume. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.